Ah, eh ben, il semble que la vidéo de Jean Drocq hier ait fait beaucoup de peine au méchant petit homme. Parce que ce matin, un lapin aurait bien voulu tuer un chasseur. Je suis un petit chasseur de vampires, semble-t-il. Pourquoi? Parce que hier, dans la vidéo que j'ai postée avec vous, dans le live, eh bien, j'ai fait part d'une réalité quotidienne que nous vivons, malgré nous, avec ce méchant petit homme qui se prend pour notre dirigeant. Et cette vidéo que nous avons faite hier a étrangement, là je la recherche, disparu de ma chaîne YouTube. Et puis elle est revenue. C'était le charme romantique que le français ne m'apporte plus. Elle est partie comme une chanson de Claude François et elle est revenue. Alors on m'a signalé sa disparition, et puis ci, et puis ça. Donc il semblerait que cette vidéo d'hier ait causé quelques troubles, peut-être à l'Élysée. Je ne sais pas. Ça a dû profondément gêner. J'ai un peu de bordel. Ah oui, c'est des coussins du chien. Des chiens. Donc, bon, c'est pas grave. Et il semble qu'en France, maintenant, il est très très difficile de pouvoir s'exprimer sur la réalité sociale. Alors déjà, la réalité médicale, c'était pas un cadeau. Mais alors maintenant, la réalité sociale, eh ben alors là, Macron qui va s'ingérer dans la politique vénézuélienne alors qu'il n'en a aucun droit, on va y revenir après, avec un témoignage très intéressant, et qui a le culot de dire soi-disant au peuple vénézuélien qui se révolterait contre son président, Nicolas Maduro, que c'est bien, il faut les soutenir, et patati et patata. C'est comme si le président Poutine, il soutenait les Gilets jaunes en disant on va renverser Macron. Hein. Alors tout le monde crierait au scandale, à la honte, c'est épouvantable. Mais ce que fait Macron actuellement, ça gêne personne. C'est le double discours du malade mental. C'est affreux, affreux. Alors, ce matin, ça a été, pour moi, une très grande émotion, avec beaucoup de nostalgie, parce que le musicien-interprète grandiose pour moi, Michel Legrand, nous a quittés cette nuit. Or Michel Legrand m'a accompagné toute ma vie. Toute ma vie, j'ai écouté et chanté ses chansons, écouté ses musiques, vu ses musiques de films, écouté ses musiques de films, Un été 42 par exemple. Et puis les Parapluies de Cherbourg qui étaient pour papa et pour moi un absolu. Et ça a été très, très émouvant parce que ça m'a rappelé des morceaux d'enfance avec mon père. Donc je salue la mémoire de Michel Legrand qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Beaucoup de réconfort et beaucoup de complicité avec papa. Avec maman aussi, mais c'était plutôt pour les Demoiselles de Rochefort, mais mon père étant plutôt nostalgique. Et touché par les drames, comme les Russes, même s'il était hongrois, adorait les Parapluies de Cherbourg et on les écoutait, lui et moi, le soir. Et comme je connaissais par cœur les paroles, on faisait des paris. Puis ça me permettait de gagner 1 franc ou 2. Bon, c'était pas très honnête parce qu'il buvait beaucoup, mais c'était des moments très touchants. Donc j'ai publié quelque chose sur ma page Facebook sur Michel Legrand.
D'autre part, j'ai reçu un... On va revenir maintenant à la réalité. On va parler d'Ingrid. Vous savez, cette jeune femme rousse, elle n'est pas blond vénitien, elle est rousse. Elle est rousse et elle était gilet jaune et il semblerait qu'elle soit passée du côté de chez Macron. Mais c'est pas nouveau en fait, semblerait-il. Alors je voudrais pas faire de diffamation concernant Dame Ingrid, qui est quand même aide-soignante et qui a fait partie des Gilets jaunes tout de suite, mais il semblerait qu'il y ait une forme d'opportunisme chez cette jeune femme qui est très désagréable. Alors, j'ai reçu cela d'un contact Facebook qui s'appelle Hélène Mabrito-Aubert. Ça viendrait d'une personne qui se nommerait également Sandrine Château. Témoignage d'une personne qui habite dans la même ville qu'Ingrid Levavasseur. Texte que j'ai copié. Ouvrez les guillemets. Je l'ai vue sur le terrain, croyez-moi, elle n'est pas si dupe que ça. Elle a trahi les Gilets jaunes depuis le début. Elle a enregistré la réunion qu'elle a organisée à l'insu des gens. Elle a rencontré Schiappa en douce depuis longtemps. Le reportage sur France 2 était totalement truqué. Elle a pris la place d'une infirmière qui soignait le blessé pour elle-même, faire semblant face aux caméras, puis s'en est allée, un peu comme les casques blancs en Syrie. Elle a fait un pacte avec Carrefour pour éviter une manif un dimanche de Noël. Les gens de Tourville étaient écœurés, ils n'en voulaient plus. La première fois que je l'ai vue au péage, elle réclamait les caméras. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai compris. Bon, la messe est dite, hein, est dite, comme disait Piaf. Alors, cette jeune femme n'est peut-être pas si fiable qu'on l'avait imaginé. À vous de voir. Je vous signale qu'actuellement, dans toute la France, les Gilets jaunes défilent pacifiquement. Vous pouvez regarder ça sur RT, Rupli. Il se trouve que sur Facebook, il y a une véritable censure parce qu'on voit rien. Elle a un peu rien. Là, c'est comme si les activités d'information avaient cessé. C'est le désert. Oh, comme ça. Ça me rappelle Jacques Villeray. Ça passe par là, puis ça sort par là. C'est un petit peu comme ça. Maintenant, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Romain Migus, qui est un écrivain journaliste et qui a été interviewé par RT France. Alors d'abord un mot sur l'interventionnisme américain qui soutient Juan Guaido, donc qui s'est autoproclamé président par intérim. On l'a déjà vu, les conséquences de cet interventionnisme américain, notamment en Libye, en Irak, en Syrie. Est-ce que là on se dirige vers un cas de figure similaire en ce qui concerne le Venezuela, avec les conséquences que l'on connaît, une déliquescence à chaque fois qui se produit? Bonjour, merci de l'invitation. Je voudrais profiter de votre invitation pour poser une question aux téléspectateurs. Imaginez que les plus hautes autorités chinoises appellent les Gilets jaunes à renverser le gouvernement élu. Pardon. Imaginez que la Russie, par exemple, décide que le président légitime n'est plus Emmanuel Macron, mais Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Et imaginez que l'Italie finance des groupes armés qui mettent le pays à feu et à sang. Comment est-ce que vous appelleriez ça, et peu importe d'ailleurs l'opinion que vous pouvez avoir du président français, mais est-ce que vous accepteriez une ingérence telle dans les affaires de notre République? Bien évidemment, la réponse est non, et pourtant c'est exactement ce qui est en train de se passer au Venezuela. On l'a vu d'ailleurs avec l'intervention du vice-président Mike Pence. Cette intervention est très importante car elle montre qu'il n'y a même plus d'intermédiaire entre les Vénézuéliens et les intérêts de Washington. C'est-à-dire que les groupes d'opposition ne représentent plus rien, ils sont divisés, ils n'arrivent pas à gagner par les urnes, et c'est directement les États-Unis qui doivent appeler le peuple et l'armée à renverser Nicolas Maduro. Vous avez mentionné effectivement le scénario libyen et le scénario syrien. C'est une réédition de ces scénarios que l'on peut voir aujourd'hui au Venezuela, avec la constitution de longue date de pouvoirs parallèles qui s'arrogent les pouvoirs de la République et qui jouent le rapport de force
avec ses pouvoirs, dans le but évidemment de renverser le pouvoir légitime. Est-ce qu'on est là dans une situation pré-révolutionnaire au Venezuela, vous pensez ? Alors, je crois qu'il y a une très grande différence avec le cas libyen et surtout avec le cas syrien de 2011, n'est-ce pas ? C'est que d'ores et déjà, la grande majorité des pays dans le monde a reconnu Nicolás Maduro comme le président légitime. Je rappelle que ces pays qui se font appeler communauté internationale ne sont qu'une minorité d'une quarantaine de pays sur les 198 que compte le monde. Donc, dès l'instant où Moscou, Pékin, l'Inde, le Pakistan, la Turquie, l'Iran et de grandes nations à travers le monde reconnaissent le président Maduro et lui ont assuré son soutien, la situation effectivement n'est pas la même. De plus, l'armée, malgré certains, on va dire, shows médiatiques qui s'est passé il y a 2 jours, puisqu'il y a une vingtaine de soldats qui ont essayé de prendre un dépôt d'armes, mais finalement les 20 soldats sur les dizaines de milliers que compte le Venezuela, ce n'est évidemment absolument rien. C'était pour essayer de faire croire médiatiquement que l'armée se soulevait contre le président Maduro. L'armée reste fidèle au président Maduro, reste fidèle à la Constitution et reste fidèle à la République bolivarienne du Venezuela. Alors du côté des réactions internationales à la suite des événements qui s'accélèrent au Venezuela, on a l'ONU par exemple qui appelle au dialogue pour éviter un désastre, la Russie qui met en garde les États-Unis contre une éventuelle intervention, le président français a réagi, Emmanuel Macron qui salue le courage des Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. Comment est-ce que vous expliquez ces réactions aux antipodes? Mais vous voyez bien qu'il y a une incohérence au niveau de la diplomatie française, qui s'excite, à juste titre d'ailleurs, quand M. Salvini donne un appui aux Gilets jaunes, en lui demandant de ne pas s'ingérer dans les affaires françaises, et qui s'ingère directement dans les affaires vénézuéliennes. Bien évidemment, la seule solution on va passer à autre chose. Solution qui passe par... Je vous encourage d'aller regarder Romain Migus, M-I-G-U-S sur RT, sur YouTube. Vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses. Il faut quand même que vous sachiez que le Venezuela, c'est quand même un pays, c'est l'un des premiers exportateurs de pétrole au monde. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Donc les richesses du Venezuela sont très importantes du point de vue du pétrole, du gaz naturel, du coltan. Le coltan qui sert au téléphone portable. Donc c'est pour ça que les grandes puissances s'intéressent au Venezuela et le diabolisent. Hugo Chavez, nous le supposons, aurait été assassiné à travers un cancer. Ah, on peut donner le cancer, je le sais, puisque je travaille dessus. Déjà dans les vaccins, il y a les virus du cancer, on le sait. On le sait, ça c'est absolument une vérité qui ne peut pas être contredite. Alors évidemment, vous aurez toujours c'est pas des imbéciles, hein, c'est des salopards. C'est des salopards qui vont dire « Mais non, c'est pas vrai, vous êtes des complotistes. » De toute façon, ceux qui nous traitent de complotistes font partie de 2 familles. La première, c'est les crétins. La deuxième, c'est les salopards. C'est tout. Parce que quand vous leur posez la question « Ah bon, complotiste, mais en quoi ?» Où ça? En quoi? Par rapport à quoi? Ils sont incapables d'avoir un argument là-dessus. C'est complotiste, c'est comme des gamins dans une cour de maternelle qui ont chopé un mot comme ça parce qu'on leur a matraqué dans le crâne. Tu veux dire complotiste? Ah, t'es des complotistes? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais t'es complotiste. C'est des crétins ou des salopards. Des manipulateurs qui sont eux-mêmes les complotistes. Emmanuel Macron est un véritable complotiste. Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? On va demander à Louloute. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il est complotiste? Est-ce que je dois répondre? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pourriez répondre, s'il vous plaît, est-ce qu'Emmanuel Macron est complotiste? Elle répond pas, hein? Je t'entends plus. Comment ça, tu m'entends plus? Je te demande si Emmanuel Macron, il est complotiste. Mais quelle question. Ça vient du cœur. Oh. Bon, ok. On reviendra plus tard, Dame Louloute. On reviendra plus tard. Oui, parce que
tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle joue sur la PlayStation. C'est bien. Au revoir. Oui, Au revoir. au revoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que Emmanuel Macron est complotiste? Mais c'est très simple. Quelqu'un qui appelle, par exemple, à la révolution populaire dans un autre pays et qui assassine son peuple dans son propre pays ne peut être qu'un complotiste. C'est un criminel, c'est un assassin, c'est un menteur, c'est un fou. Il ne peut pas appeler le peuple du Venezuela qui a fait cette fameuse révolution bolivarienne, il ne peut pas l'appeler à se révolter contre un président légitime, reconnu par toutes les grandes puissances du monde, comme la Russie et la Chine. La France à côté, c'est quoi? C'est un paix de vache qui va détruire la couche d'ozone. Donc, c'est un véritable complotiste. Parce que d'un côté, il dit blanc, de l'autre côté, il dit noir. Il a ses théories sur la démocratie. Il considère que la démocratie doit se développer au Venezuela en accompagnant le peuple à se révolter contre son président légitime. Mais en France, la démocratie n'existe pas. C'est la tyrannie de Macron. Et le peuple ne doit surtout pas bouger et surtout pas l'ouvrir. On le verra après avec cette ordure de boxeur qui nous sert de Premier ministre. Voilà les complotistes. Vous voyez ? Cette dame âgée, elle a reçu un flashball dans le visage. Ah ça, on verra pas à BFM. Non. On verra pas non plus ça sur Antenne 2. Hein. Ça, c'est garanti. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi? Un document très important, puisque ça me concerne de près, puisque je travaille beaucoup dessus. Pour vous montrer l'imposture d'un traître. Cette imposture d'un traître, c'est celui qui fait des effets d'annonce à la télévision et au Parlement ou partout quand il va ramener ce qu'on appelle sa grande gueule, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a qu'une grande gueule. Venez me chercher! Venez me chercher, les gars! Venez me chercher! Si vous cherchez un responsable, venez me trouver! Vous savez où je suis! C'est bien! Ça, c'est le lâche. C'est le lâche. C'est le mec qui vous dit « Viens me chercher, viens, allez, vas-y, allez, viens me chercher !» Et puis, qui met une armée devant chez lui, comme quoi on ne peut jamais le chercher. Il me fait penser au prince Jean. Vous savez, le prince Jean, c'est sans doute un des rois les plus haïs d'Angleterre, qui était le frère de Richard Cœur de Lion. Et le fils du roi, je ne sais plus quoi, enfin, c'était un odieux personnage, celui-là aussi. Donc, il me fait penser à ça, dans toute sa forfaiture, dans toute son hypocrisie, dans tous ses mensonges, dans toute sa mauvaise foi. Il est le diable, il est la représentation du diable sur terre. Tu mets tout de travers, là. Tu mets tout de travers, ça va pas ça. Voilà. Alors. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel édito. Alors, voici un député de la France Insoumise. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du glyphosate. Hier, à l'occasion du grand débat dans la Drôme, le président de la République, Emmanuel Macron, est revenu sur l'engagement qu'il avait pris devant les Français de sortir du glyphosate dans 3 ans. C'est un nouveau reniement, un nouveau renoncement du président de la République qui, finalement, éclaire sur le choix qui avait été celui des députés de la République En Marche de ne pas inscrire dans la loi la sortie du glyphosate. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale et beaucoup s'étaient interrogés. Eh bien, nous avons eu, par la voix du président de la République, la raison de tout cela. En réalité, il n'a jamais été question pour eux, sauf pendant la campagne électorale du président Macron, il n'a jamais été question pour eux de sortir du glyphosate immédiatement. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les décisions de ce gouvernement sont des décisions qui, depuis le début de cette mandature, ont tourné le dos à l'écologie, font prendre du retard. Pourquoi le glyphosate est-il dangereux?
Alors, pour cela, je vous encourage de consulter les études du professeur Gilles-Éric Serralini, qui est vraiment le premier en France à avoir contesté de façon scientifique l'utilisation du glyphosate et donc du Roundup, hein, de chez vous savez qui, Monsanto, parce que le Roundup c'est du glyphosate, entre autres. Bon, il existe aussi d'autres pesticides encore plus dangereux, hein, qui se trouvent chez Syngenta, donc c'est d'autres producteurs, ou chez Dupont, pareil, d'autres producteurs d'OGM. À partir du moment où on utilise des OGM, on utilise des super pesticides extrêmement toxiques et qui ne sont plus efficaces aujourd'hui. Et qui sont très chers. L'objectif de Monsanto, c'était fabriquer de l'OGM avec un pesticide attitré, et c'est-à-dire que la plante était renforcée par des organismes modifiés. Hein, alors vous aviez... qu'est-ce qu'on avait dedans? On avait de l'ADN de scorpions, de poissons, je ne sais plus quoi, de bestioles inimaginables dans du blé, par exemple. Ce qui fait que quand des insectes s'attaquaient au blé, bah, ils devaient en mourir. Sauf que, comme la nature trouve toujours un chemin, eh bien, les insectes se sont adaptés au glyphosate et aux OGM. Ce qui fait que maintenant, il faut beaucoup plus de pesticides que prévu, ce qui ruine les agriculteurs. Mais tout ça, c'est un plan. C'est un plan de destruction qui va mener inévitablement à la famine mondiale. Ça, je l'ai écrit dans mon dernier livre. Hein. Je le démontre scientifiquement. Donc, l'objectif de Macron, c'est quoi? C'est défendre les lobbies. C'est tout. Les lobbies industriels tels que Monsanto qui possèdent l'Europe, comme ils possèdent les États-Unis. Souvenez-vous que Obama avait 50 conseillers de Monsanto à la Maison-Blanche. Ça veut dire que c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient payé la campagne d'Obama. C'est eux qui donnaient tout l'argent c'est eux qui donnent tout l'argent à ces politiques, ou alors d'autres industriels qui donnent l'argent. Le lobby des armes, le lobby de ci, le lobby par exemple de l'aspartame, bon c'est Monsanto, mais le lobby du coca, c'est Monsanto aussi. Tout ce qui est alimentaire, c'est Monsanto. Mais le lobby des moteurs, le lobby ci, le lobby ça, tout ce qui nous est imposé, ce sont les lobbies. Et c'est pareil en France. Les lobbies pharmaceutiques sont extrêmement puissants et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps et non pas les politiques, qui sont leurs esclaves. Mais qui l'assument, mais ils gagnent beaucoup d'argent et c'est pour cette raison. Et c'est pour ça que la vavasseur là, elle veut faire de la politique parce qu'elle va gagner beaucoup de pognon alors qu'elle est aide-soignante, d'une part, et que d'autre part, sa profession fait partie des plus touchées dans les hôpitaux. Et au lieu de se battre pour sa profession, elle a choisi de se battre pour son porte-monnaie. C'est pas bien ça. Elle n'a pas compris l'objectif des Gilets jaunes. Elle a juste compris qu'il fallait se faire mousser, se faire remarquer et devenir un pion du système. Et dire que nous allons la payer quand elle sera élue, c'est une honte. C'est encore une honte, ça. C'est encore une honte. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors à Montpellier, la police a tiré au fusil à pompe sur les gilets jaunes avec des munitions en plastique. Un jour, ils vont se tromper, ils vont mettre des vraies balles. Parce que les laboratoires, c'est ce qu'ils font. Normalement, on envoie en Afrique, par exemple, des vaccins contre le tétanos, parce que contre le tétanos avec virus atténué. Tétanos, polio, pas ça. Et puis, par accident, ils ont oublié d'atténuer les vaccins. Ce qui fait que ça a stérilisé plus de 300 000 jeunes femmes. Stérilisées, carrément. Oh, quel accident, mon Dieu, excusez-moi. Eh bien, là, c'est pareil. Bon, je vous rappelle aussi que 500 plaintes contre Castaner ont été déboutées par le fameux magistrat mis en place par M. Macron. Mais on va y venir. On va y venir. Les soins continuent pour Axel. Après 48 heures d'hospitalisation, il est toujours en état de choc. Il affirme avoir reçu samedi à Montpellier un tir de flashball en plein visage, alors que la législation l'interdit. C'est la raison pour laquelle il a porté plainte. J'étais pas du tout devant, je fais pas partie des casseurs, je fais pas partie de tout ça, quoi.
un manifestant, je parlais avec un ami à moi et 2 secondes après j'ai levé la tête et voilà, il y avait, comme je vous ai dit, pas de gaz lacrymogène, il n'y a pas eu de prémisse avant le tir de flash sur mon visage. Alors que les plaintes se multiplient, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les policiers qui utilisent des lanceurs de balles de défense seront équipés de caméras lors des prochaines manifestations. Pour ce syndicaliste, cette mesure sera difficilement applicable. Les caméras piétons, parce que c'est des caméras piétons dans la police, doivent être actionnées, ne se déclenchent pas automatiquement. C'est une vraie fausse déclaration du ministre, parce qu'en fin de compte, bien souvent, dans l'urgence, les policiers ne vont pas penser ou ne vont pas avoir tout simplement le temps de déclencher l'enregistrement de la dite caméra. Selon Axel, les caméras peuvent avoir une utilité, savoir vers quelle partie du corps sont dirigés les tirs. Un tir dans le visage, c'est interdit, tout le monde le sait, et ça arrive quand même régulièrement. Donc, le LBD, soit qu'on l'interdise, soit qu'il soit utilisé vraiment comme il devrait l'être. Donc j'en veux pas au fond. Bon, moi je crois que on va juste on va juste interdire les lanceurs de balles en caoutchouc et puis on va juste autoriser l'utilisation des armes à balles réelles, hein? Parce que c'est pareil, non? Non? Bah si, c'est pareil. Actuellement en direct, c'est Rupli, voilà, voilà nos amis les gilets jaunes qui défilent sans violence. Alors Macron réprime les gilets jaunes français, mais il encourage les révolutionnaires au Venezuela. Alors que les gilets jaunes ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des revendicateurs dont nous faisons partie, qui revendiquent une vie meilleure. Donc, vous voyez un petit peu ces images hein, qui sont absolument abominables. Hein. On voit bien les gilets jaunes agressifs. Et puis il y a une chose quand même qui m'a frappé. Et moi, ça fait un moment que je le dis, hein, parce que je trouve ça incroyable. C'est de devoir dire où les gens vont faire un rassemblement. Mais quand on y pense, depuis quand les soldats, par exemple, vont dire, eh ben, écoutez, on va vous attaquer à telle heure, à cet endroit. Donc une stratégie. Est-ce que vous croyez qu'en 1789, les citoyens ont décidé d'attaquer la Bastille simplement parce que... et que ils aient prévenu le gouverneur de la Bastille qu'ils allaient attaquer, prendre la Bastille. Vous croyez vraiment? Ah non, c'est venu comme ça. C'est venu spontanément. Mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Il faut savoir que le gouverneur de la Bastille s'est extrêmement bien conduit parce qu'il a refusé de tirer sur le peuple. Il a refusé. Il a laissé le peuple prendre la Bastille. Ils ont pris les armes, mais malheureusement, ils l'ont tué et ils l'ont décapité. Pas avec la guillotine, mais ils ont mis sa tête sur une pique. Ce qui était très dommageable parce que cet homme, quelque part, il avait été avec eux. Il était avec eux, d'une certaine manière, puisqu'il a refusé de tirer sur le peuple. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait légal, et c'est là où Castaner et Macron sont en faute, parce qu'ils viennent nous parler de la loi tout le temps, la loi, mais on l'a vu avec Amnesty International, on a le droit de manifester sans dire que l'on va manifester. C'est un droit constitutionnel. Or, ce droit nous est retiré, comme d'habitude, par la bande à Macron, ce qui est absolument scandaleux, outrageant, insultant pour le respect de la fonction et pour le respect des citoyens. Encore une pour toi, petit Bocassa. Voilà les avocats. Administratif pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes pas content, que la vie n'est pas formidable et vous avez le droit de contester.
Où je ne suis pas d'accord, c'est quand il y a des débordements. Mais je sais parfaitement que chez vous, chez les vrais gilets jaunes, il n'y a pas de débordement. Chez des casseurs... Le gilet jaune et je mets ma robe parce que nous sommes avocats, nous sommes défenseurs, nous défendons à la fois dans les tribunaux. Les premiers tribunaux c'était sur des places publiques. Eh bien aujourd'hui, nous avocats, enfin en tout cas moi avocat parce que je ne peux pas parler au nom de mon ordre que j'en engage pas, mais je suis sûr qu'on arrivera à vous les amener. Je viens vous défendre et je viendrai vous aider et on sera là avec vous et je serai là avec vous maintenant jusqu'à la fin. Je vous suis, j'aime les gilets jaunes, nous sommes ensemble et on va rien lâcher. Voilà, merci maître. Enfin un gilet jaune qui s'engage. Donc je vais vous dire où c'était. Les avocats gilets jaunes en force. Ça n'est pas dit où. Je n'ai pas ça, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais néanmoins, vous avez vu que certains avocats, et ils ont raison parce que bientôt leur profession sera remplacée par l'intelligence artificielle. Il n'y aura plus d'avocats, hein. Il y aura des robots qui décideront si oui. Un petit peu comme Juge Dredd. Avec, bon, là, il y a la BD qui est extraordinaire, et puis il y a le film avec Stallone. Je suis la loi. La loi dit que... Article machin. Aucune circonstance atténuante, on s'en fout. On tient pas compte. La loi, c'est moi. Ouais, t'as raison, juge. T'as raison. Alors, on continue. Ah bah, je vais vous présenter un auteur qui vraiment vaut le coup. Hein. N'hésitez pas, achetez ses livres. Ce regard n'a rien à voir avec avec l'œil franc-maçon. Là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Les cons et les connasses, excusez-moi, qui m'ont fait ce reproche en disant « Ah, franc-maçon, c'est vraiment des crétins d'usine. Hein. Mais vraiment les pires. Hein. Et je suis désolé pour l'usine. Hein. Mais c'est vraiment des crétins. Des imbéciles. Des imbéciles. » Alors, je voudrais vous présenter William Morris. Alors lui, c'est un phénomène. Lui, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène patriote à sa manière. Bon, parfois, il va un peu loin. William, il va un peu loin, mais bon, il est un peu facho. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est son franc-parler. Et il n'a pas peur de dire les choses. Alors, il a déjà eu des ennuis avec la police. C'est un vrai gilet jaune, lui aussi, il en fait partie. Y a pas, de toute façon, gilet jaune, c'est droite, gauche, peu importe. Mais parfois, je trouve que William, il dit des choses qui sont intéressantes. Au bout d'un moment, bon, ça dérive un peu parce que il est un petit peu raciste, je crois. Mais je trouve que son point de vue a le mérite d'être clair et que ça vaut le coup. Parfois. Français, bonjour. Donc je ne devais pas intervenir jusqu'à preuve du contraire avant mon opération le 6 février. Mais bon, la situation politique actuelle m'oblige entre guillemets à faire cette vidéo avant de partir entre guillemets en convalescence. Franchement, là, je pense qu'on a touché le fond. La France touche le fond. J'ai cru que le mouvement des Gilets jaunes allait faire avancer le schmilblick, renverser l'État ou son gouvernement, mais en fin de compte, ça va être le contraire. Ils vont se renforcer et on voit arriver des Ingrid Levasseur, des Paperoni, hein, pizza, calzone, 4 saisons, des anciens du PS comme Haïk. Ah, il y a comme un hic. Bernard Tapie, putain. Tu sors d'un cancer, mec, tu viens nous casser les couilles, tu vas soutenir le mouvement européen des Gilets jaunes en faveur de Monsieur Macron. T'as pas honte? T'étais en rémission, Dieu t'accorde la chance de vivre, et toi tu fais encore de la merde. T'as pas compris ou quoi, mec? Je sais pas, quoi, à un moment donné, y a des signes du destin. C'est faut pas croire que la vie c'est fait que de poudre et de paillettes ou de poudre de perlimpinpin. Il y a quelque chose qui fait que nous sommes ici. Il y a une corrélation entre l'homme et la terre, l'environnement et le fondement.
Hein, on n'est pas non plus des sous-vives, on n'est pas des merdes, on n'est pas des esclaves. Tu crois que tu vas nous faire croire que toi, le mec qui sort d'un cancer généralisé bientôt, en rémission, tu vas apporter une voix comme la voix de Hanouna, ou comme la voix d'un, je ne cite même plus son nom, Patrick, on va l'appeler. C'est ces mecs-là qui vont remonter la France, qui vont essayer de faire croire aux Français que vous êtes là pour nous. Non mais attendez, à un moment donné les gars, on en a ras le cul d'entendre vos conneries et vos ramassis de vomi. Alors, Macron a fait son coming out en tant que gilet jaune. En fait, il va s'approprier le mouvement gilet jaune en créant un parti avec Levasseur. Il y aura donc Paperoni, il y aura Monsieur Haïk, et il y aura Bernard Tapie, il y aura Doyer, mais putain Doyer, l'ancien socialiste. Qu'est-ce que tu fous là? Rentre chez toi, mec. T'aurais dû prendre tes valises avec ton pote Hollande, le cascadeur officiel de l'État français. Hein, enfin, cascadeur comique, quoi. Hein. Attention, hein, on va pas lui enlever quand même les éloges de son charisme en tant que... je dirais pas que c'est une doublure de Belmondo, mais presque. La doublure de Belmondo bientôt. Bon, je pense que sur le fond... Bon, voilà William, que je trouve parfois intéressant, et il a le mérite de dire les choses. Il a dit certaines choses importantes. Donc il faut... On en tient ou on n'en tient pas compte. Hein. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'écouter tous les points de vue. C'est comme ça qu'on se fait une idée. Bon, il est remonté contre les gilets jaunes. Mais parce que lui aussi, c'est un gilet jaune. Et chacun a sa méthode. Bon, lui, il a des solutions. Il a ses solutions. Est-ce que ce sont les bonnes? Je ne sais pas. Mais au moins, il propose des solutions. Alors, voici un placard. Alors, à vos imprimantes, distribution de flyers, d'un flyer, la grève générale illimitée avec 0 achat. Alors, je vais vous le lire. Je vais vous le lire là-dessus. Si ça vient, voilà. Nous appelons l'ensemble des citoyens français, salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, chômeurs, retraités, professions libérales, étudiants, lycéens, artistes intellectuels, à se mobiliser pour construire, à compter du 5 février 2019. Tada! Voilà. Alors pour le RIC, pour une augmentation franche de notre pouvoir d'achat, pour nos retraités, pour nos handicapés, pour une réponse concrète du gouvernement. Contre le CICE, qui est une véritable escroquerie. Ah ça, et c'est une escroquerie pour quoi? Ben, c'est une escroquerie pour le peuple et surtout pour les travailleurs, c'est-à-dire pour les chômeurs. Parce qu'on a donné des millions d'euros à des entreprises pour qu'elles embauchent des travailleurs sans emploi, des demandeurs d'emploi. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les entreprises? Elles ont pris ces millions d'euros et elles les ont reversés à leurs actionnaires, sans engager pour autant. Là, c'est une escroquerie de la part de M. Macron et de ses amis. Contre le CICE, l'évasion fiscale, contre le train de vie des hauts fonctionnaires, contre, entre guillemets, le sens de l'effort que réclame le gouvernement Macron. Mobilisez-vous, c'est maintenant. Alors maintenant, je vais vous faire écouter un homme pour lequel j'ai le plus profond respect. L'importance de ce qu'il faisait. Peu importe. Mais ça leur est apparu très vite, en fait. Très vite, ils ont compris que ce truc-là, le référendum d'initiative citoyenne, allait leur donner tout le reste. Et que ça valait le coup de se concentrer dessus pour l'avoir. Parce que si vous réclamez 40 trucs, même si vous êtes nombreux à pousser pour l'avoir, le pouvoir se débarrassera vite de nous en nous disant nous donnera 2 des 40 doléances et puis le reste on s'en passera et le RIC aussi on s'en passera. Alors que si on se concentre sur le RIC, il va falloir que les maîtres, nos élus là, il va falloir qu'ils argumentent sur le RIC et c'est très compliqué d'argumenter contre le RIC sans que ça se voit qu'on est un voleur de pouvoir. Tout de suite ça va se voir que c'est des démophobes, des ennemis du peuple. Quand il va falloir qu'ils argumentent sur le RIC,
Ça va se voir tout de suite que c'est les ennemis du peuple. Le débat va être très éclairant pour tous ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes, qui vont s'apercevoir qu'en fait les gilets jaunes sont en train de s'occuper de quelque chose d'absolument décisif et essentiel. Et c'est ce qui me fait penser que les gilets jaunes bientôt seront beaucoup plus nombreux. Est-ce que vous comprenez comment vous êtes tenu à l'écart quand il y a écrit article 24, le Parlement vote la loi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux citoyens? Ça veut dire, ce ne sont pas les citoyens, mais le Parlement qui vote la loi, ce serait plus clair. Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez dire, le Parlement prépare la loi. Vous avez vu, je l'écris là. Ça, ils ne veulent pas que vous le fassiez. Ce que vous êtes en train de faire, quand vous êtes en train de changer le contrat social, là, vous êtes en train de devenir un adulte politique. Le Parlement prépare la loi, qui est ensuite... J'improvise en même temps que je vous parle, hein, qui est ensuite voté par les citoyens. Alors, alors voilà, c'est un reportage de Vincent Lapierre et c'est sans doute ce qui s'est passé à Toulon. C'est ce qui s'est passé à Toulon. Alors attends. Ça c'est pour le Vavasseur, attends. Un coup tu marches pas, un coup tu marches tout seul. Non mais ça va pas ça. Donc c'est sans doute le forum qui a eu lieu à Toulon, organisé entre autres par Céline Fabre, qui s'est battue comme une diablesse avec son ami Rodi et d'autres gilets jaunes pour organiser cette rencontre au Zénith à Toulon. Et c'est assez remarquable, hein, le travail qu'ils ont fait, bénévolement bien sûr, hein, parce que tout ce que nous faisons pour le peuple, c'est toujours bénévole. Moi, tout ce que je fais, c'est toujours bénévole. Donc voilà, vous avez tout compris. Le pouvoir refuse que le peuple, que toi, citoyen, toi, citoyenne, tu décides d'intervenir dans ce qu'a rédigé les hommes de loi appartenant aux partis politiques, parce qu'ils ne veulent pas que vous, les citoyens, vous ayez votre mot à dire. C'est ça la grande escroquerie, et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Or, avec le RIC, si les citoyens parviennent à l'imposer, eh bien ça remet en question toute la politique, tous les acquis, toutes les tricheries, toutes les malversations qui sont au quotidien organisées par les partis politiques et par notre méchant petit homme à la tête du pays. Alors maintenant c'est pour le Vavasseur, hein, c'est tes collègues, mademoiselle ou madame, et tu les trahis. Et ça c'est dégueulasse. Parce que ces femmes-là sont des femmes admirables. Et Hollande, Sarkozy et Macron, vous leur avez craché à la gueule. Et que ça soit en France, que ça soit dans les dom-toms, hein, chez nos amis, soit en Guyane, soit à La Réunion, soit à la Martinique, chez nos amis de la Martinique, hein, vous êtes tous des pourris pour mépriser ces gens qui sont là à bosser comme des chiens pour aider les personnes en souffrance. Et vous, Madame Larousse le Vavasseur, eh bien vous avez trahi votre congrégation. Maintenant tu peux partir. Allez. Pression de travail à l'usine. Voilà, je passe des gens et une toilette et deux toilettes et trois toilettes. On donne une fourchette à un, une fourchette à l'autre. On fait comme on peut. En tant qu'aide-soignante, on nous a appris aussi à faire des animations, des choses comme ça. Pas le temps. On a l'impression finalement de bâcler parce que et de faire la moitié de ce qu'on devrait faire parce qu'on a le temps de rien, quoi. Voilà. Ça va, maman? Oui, ça va. On aimerait s'asseoir, ouais, juste s'asseoir et leur donner la main et prendre le temps que d'arriver dans la chambre et on va vous changer, on vous relève et ça y est, on passe au suivant, quoi. Il n'y a plus d'humanité. Alors ça, c'est vraiment un endroit où on devrait être vraiment très très humain ici. C'est quand même une souffrance au quotidien. On rentre chez soi, parfois la larme à l'œil. Le matin, on n'a pas envie d'y aller et pourtant on y retourne parce qu'il faut et parce qu'on a des gens envers qui on a presque de la tendresse, desquels il faut s'occuper. Et on voudrait beaucoup plus de relationnel parce qu'ils sont là en fin de vie. Leur seul plaisir, c'est de pouvoir discuter
Voilà, il ne demande que ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Sur 15 jours, on a eu 5 résidentes décédées. Voilà, donc déjà, notre métier n'est pas facile. Avec les décès, ils ne sont pas faciles. On n'a pas le temps d'accompagner les gens dans le décès. C'est quelque chose d'affreux. Ils meurent comme des chiens au fond d'une niche. C'est horrible. J'aime mon métier, mais j'aime pas ce qu'il est devenu. Voilà. Voilà le Vavasseur, ce que vous faites. Vous trahissez vos amis, vous trahissez vos patients. Parce que quelque part, vous êtes des soignants, les aides-soignantes. C'est dans le nom aide-soignante. J'ai jamais compris le mépris qu'on pouvait apporter aux aides-soignantes. Et surtout, de la part des fils et des filles qui placent leurs parents dans ces maisons de retraite, qui ont encore le culot de râler, alors que c'est pas eux qui vont s'occuper de leurs parents, ce sont des étrangers. Et ces étrangères-là, vous les voyez, elles sont adorables, elles sont formidables, elles sont courageuses. Elles pleurent tous les jours. Moi, j'ai parlé avec une aide-soignante. Eh bien, elle m'a dit, vous savez, moi, je préfère travailler la nuit. Parce que j'ai plus de temps. Et puis, ils dorment, en général. Mais le jour, c'est l'enfer. Eh bien, au lieu de dévaloriser ces personnes, Macron, hein, toi qui es quand même au pouvoir, avec ta busine, là, comme ministre, là, cette dame odieuse, mais insupportablement odieuse, eh bien, pourquoi vous n'augmentez pas ces personnes-là? Pourquoi vous, au lieu de supprimer les postes, vous n'en rajoutez pas? Nous sommes une population vieillissante. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre les migrants qui vont arriver, qui vont s'en occuper? Qui vont pas parler le français? Les vieux qui sont déjà à moitié sourds, qui vont rien comprendre? Avant, former ces gens qui arrivent. C'est pas un métier... c'est un métier très digne, le métier d'aide-soignante. C'est un métier très difficile. Eh bien, il doit être valorisé. Il faut valoriser ces métiers de la santé, parce qu'ils sont absolument nécessaires. Parfois, ça me donne envie de me mettre en politique, d'être maire d'un petit village ou d'une petite ville, et d'organiser justement une maison de retraite où les personnes âgées seraient heureuses. Et de prendre le temps de s'occuper de ces personnes. Parce que là où je suis, il y en a une maison de retraite, le médecin arrive le lundi, il donne ça d'ordonnance que des neuroleptiques. Comme ça, ils dorment tous. Et le petit déjeuner, ils prennent leurs médicaments, la journée, on est tranquille. C'est ça l'objectif, c'est comme avec les enfants hyperactifs. On les endort et puis on les oublie. C'est inadmissible, c'est intolérable. C'est une honte. Ces gens-là nous ont élevés. Ces gens-là ont fait de nous ce que nous sommes. Nous leur devons une vieillesse digne. Alors un homme que j'aime beaucoup, c'est... il a refusé d'être censuré. La rédaction, personne n'a rien dit. C'est ce jeune homme. Parce qu'ils avaient trop peur. Et du coup, évidemment, Juan Branco. Max a créé derrière. Donc derrière, est-ce que vous avez besoin d'intervenir derrière chaque journaliste lui dire ah non, ça t'écrit pas ça? Bah non. C'est un petit génie extraordinaire. C'est en plaçant des hommes de main qui vont devenir des directeurs administratifs. Donc c'est ce qu'a fait Xavier Niel avec Louis Dreyfus, qui a été directeur général du Monde, mais aussi de l'Obs en même temps, ou Mathieu Pigas, Alain Veil qui avait placé, ça c'est génial, Alain Veil qui avait placé via Patrick Drahi via Alain Veil, donc Patrick Drahi c'est le type qui a racheté SFR, donc qui a fait virer des milliers de personnes à SFR, et vous savez, devinez comment il l'a fait, ça aussi je raconte dans mon bouquin, il a deviné, et ça vous savez qui le raconte? C'est sa main droite qui le raconte, c'est pas moi, c'est dans Vanity Fair de décembre, c'est pas un truc que j'ai entendu parler, il faudrait que vous me fassiez confiance pour y croire ou pas, non, ça c'est eux-mêmes qui le racontent dans la presse. Donc la main droite de Patrick Drahi va voir Macron, quand il est sous Hollande à l'Elysée, il est secrétaire général adjoint de l'Elysée, et lui dit, écoutez, mon boss, il veut racheter SFR. Il veut racheter SFR, et Macron lui dit, ah ouais, bon c'est un peu compliqué, mais il faut que j'en parle avec Hollande, j'ai essayé de le convaincre, ok, on va faire un truc. Et donc il organise un rendez-vous entre Hollande, Drahi, et donc il y a Macron et ce type qui s'appelle Bernard Morad, et Hollande il dit ouais bah pourquoi pas, mais vous savez l'IB a des difficultés, ça serait bien si vous les aidiez. Et en fait en gros ce que demande Hollande c'est que Drahi rachète Libération contre l'autorisation de racheter SFR. Et donc Drahi fait ça, il rachète Libération. Qui est-ce qu'il nomme à la tête de Libération comme directeur général? Il
nomme Bernard Mourad, donc le type qui a fait le deal avec Macron pour acheter SFR. Bernard Mourad qui va suggérer, il le raconte lui-même, hein, des unes sur Macron à Libération, mais aussi à l'Express et à BFM, où il est aussi nommé directeur général, parce que tout ça est racheté par le même Patrick Drahi. Vous vous rendez compte du truc ou pas? C'est pas du complot, hein, c'est établi, vous allez voir les trucs, c'est détaillé mot pour mot, par eux-mêmes, quoi. Alors je vous encourage de regarder cette vidéo qui circule évidemment sur les réseaux sociaux, d'apprendre à connaître qui est ce garçon, qui est un avocat. Il est avocat, c'est un être d'une brillance intellectuelle remarquable, à tel point que les politiques, ils font pas du tout le poids face à lui parce qu'il connaît tout. Il a tout étudié, il connaît tout. Il a écrit un livre, il fait comme moi. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les éléments satellites qui tournent, qui sont publiés, et ensuite, il va les assembler et il explique tout. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce jeune homme qui est super intelligent, brillant, lumineux, et puis très pédagogue, et puis qui a peur de rien. Ah, si un jour j'ai un problème juridique, c'est lui que je veux, hein. Parce que lui, il est, c'est pas Dupond-Moretti. Alors ça, j'en veux pas, hein. Ces gens-là, ça, j'en veux pas. Mais lui, oui, parce que lui, c'est un petit génie. Alors, oui, je voulais vous faire écouter ceci aussi. Commercy, l'Assemblée des assemblées. Notre deuxième appel s'adresse à tous les gilets jaunes, à toutes celles et ceux qui ne portent pas encore le gilet, mais qui ont quand même la rage au ventre. Cela fait désormais plus de 6 semaines que nous occupons les ronds-points, les cabanes, les places publiques, les routes et que nous sommes présents dans tous les esprits et toutes les conversations. Nous tenons bon. Cela faisait bien longtemps qu'une lutte n'avait pas été aussi suivie, aussi soutenue, ni aussi encourageante. Bravo, madame. Encourageante car nos gouvernants ont tremblé et tremblent encore sur leur piédestal. Encourageante car ils commencent à concéder quelques miettes. Encourageante car nous ne laissons désormais plus avoir par quelques os à ronger. Encourageante car nous apprenons toutes et tous ensemble à nous respecter, à nous comprendre, à nous apprécier dans notre diversité. Des liens sont tissés. Alors pardonnez-leur, hein, ce sont pas des universitaires, ils sont très courageux, elles sont très courageuses, elles font ce qu'elles peuvent, elles parlent au nom du peuple parce que c'est le peuple, ces dames-là aussi, c'est le peuple. Alors bravo mesdames, c'est les Gilets jaunes de Commercy dans le département de la Meuse en Lorraine, nous leur exprimons tout notre soutien, appui pour leur initiative. Et absolument, je les soutiens de la même façon, c'est pour ça que je vous les fais connaître. Alors, il y a d'autres choses que je voulais vous montrer. C'est surtout celui-là, celui-là, c'est Édouard Philippe qui déclare ça me hérisse et qui affirme son opposition au hérissé. Et là, ça correspond exactement à ce que disait Étienne Chouard. Hein, ils ne veulent pas que vous interveniez, ils ne veulent pas que vous donniez votre avis. Évidemment, c'est des types comme ça. Vraiment, c'est ce type-là qui est mêlé dans le pillage de l'uranium au Niger, hein, pour Areva. Ce méchant monsieur-là, qui est un boxeur, il ne me fait pas peur en tous les cas, mais ce méchant monsieur de ce méchant gouvernement, eh bien, s'oppose aux citoyens, alors qu'en fait, il est au service des citoyens. Et là, ce qu'on voit, et Étienne Chouard l'a bien décrit, on voit bien qu'en fait, il ne travaille pas pour nous, mais qu'il travaille vraiment pour l'oligarchie. Ah ben, c'est une belle conclusion, ça. Hein? Eh ben, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue? C'est à toi de choisir. Allez, je vous dis à très très bientôt. Louloute vous salue. Elle était en route pour voir sa maman, qui est souffrante. Allez, salut à tous. Merci.